Scène de vie habituelle à Rio de Janeiro. Ce matin, ils sont plusieurs milliers, CV à la main, à venir postuler pour un emploi. Il n'y a pas de travail, il n'y a aucune opportunité. Aujourd'hui, le coût de la vie est très élevé. Le marché du travail est paralysé. Cette situation inquiète les Brésiliens. Alors cette occasion, il ne faut pas la rater. Cette fois, 1600 postes sont à pourvoir pour les Jeux Olympiques. Ménage, sécurité, réception. Sans emploi depuis 6 mois, Cosme Luis prendra ce qu'on lui propose. Je suis fauché. Pour être là ce matin, je suis venu avec une carte de bus qui n'est pas à moi. Tu vois, cette carte, on me l'a prêtée pour que je vienne déposer mon CV. Regarde, j'en ai déjà remis plein, mais pour l'instant, personne ne m'appelle. Et on est dans une situation précaire. Je n'ai même pas de quoi nourrir ma famille. Plus de 11 millions de personnes sans emploi, 12% de chômage. Le Brésil est plongé dans une profonde récession économique et Rio de Janeiro n'y échappe pas. Et pourtant, les Jeux Olympiques créent un besoin inédit sur le marché du travail. 60 000 places temporaires sont à pourvoir. C'est la première fois que ce spécialiste en ressources humaines assiste à un tel scénario. Actuellement, beaucoup de Brésiliens sont désemparés, désespérés. Ils n'arrivent pas à trouver des emplois en contrat fixe. Mais avec ces Jeux Olympiques, du moins ici à Rio de Janeiro, c'est comme si une porte s'était ouverte. Une bouffée d'oxygène pour de nombreuses personnes qui espèrent profiter de cette aubaine pour se refaire une expérience professionnelle, même temporaire, et peut-être réintégrer le marché du travail. C'est donc la course sur le marché du travail, mais aussi au Parc olympique. Avec 6 mois de retard, la mairie de Rio est fière de présenter à la presse la dernière enceinte manquante, le Vélodrome. Une compétition est organisée pour tester les équipements et rassurer les membres du comité international olympique. Ils ont retrouvé le sourire. Énorme satisfaction. Ce vélodrome a été terriblement compliqué à livrer. Il y a eu plusieurs difficultés depuis le début des travaux. Le fait qu'aujourd'hui on puisse le livrer et l'homologuer, c'est vraiment un grand jour. Soulagement également pour le maire de Rio, Eduardo Paes, qui s'enorgueillit d'avoir transformé sa ville malgré la crise économique. Tous les projets sans exception dans lesquels la mairie s'était engagée, c'est-à-dire 90% des chantiers olympiques, viennent d'être livrés. Et je suis très optimiste pour le métro. On sait qu'il y a encore quelques problèmes financiers, mais le chantier avance bien. Les tests ont déjà commencé. Le métro, justement. C'est la course folle, mais au final, tout va s'arranger. Cette nouvelle station vient d'être livrée. À l'extérieur, les ouvriers mettent les plantes. Et à l'intérieur, le secrétaire des Transports est en pleine opération de communication. Les caisses de l'État de Rio sont vides, mais les appels au secours ont fonctionné. Brasilia vient de débloquer une enveloppe spéciale de 120 millions d'euros pour finir les travaux du métro. Mais cette nouvelle ligne n'ouvrira que partiellement, 5 jours seulement avant la cérémonie d'ouverture. Nous avons déjà 3 rames de la ligne 4 qui circulent actuellement pour faire des tests entre le quartier de Barra et la zone sud. Nous serons prêts pour le 1er août pour débuter l'exploitation commerciale de ce métro qui marquera l'histoire de Rio de Janeiro. 30 jours et il reste encore beaucoup à faire, comme cette station de bus qui doit relier le métro au Parc olympique. Les travaux ont du retard, le déficit de l'État de Rio est astronomique, 5 milliards d'euros. Alors pour garantir le bon fonctionnement de la ville pendant les Jeux olympiques, notamment des transports et de la sécurité, le gouvernement fédéral a mis la main à la poche. Une énième rallonge de 800 millions d'euros. Pour le secrétaire des Finances, le plus grand événement du sport mondial sera préservé. Les budgets destinés aux Jeux Olympiques sont déjà mis de côté. Donc il y a la crise de la ville de Rio et du Brésil tout entier qui, je pense, commence à être résolue avec une solution politique qui se dessine. Et l'autre point, c'est les Jeux Olympiques. Des investissements ont été faits au fil des années et nous sommes sûrs que nous ferons de magnifiques Jeux. Nós não queremos
queremos só Olimpíadas, nós queremos educação de qualidade, nós queremos escolas de qualidade. Voilà plus de 3 mois que Rose et ses collègues enseignants sont en grève. Les fonctionnaires reçoivent leur salaire très en retard. Professeurs, pompiers, policiers, corps médical, retraités, la crise financière de l'État touche tous les secteurs. Les manifestations se multiplient. À Rio de Janeiro, le contexte social est explosif. Et avant de revenir sur ce contexte, on va évidemment parler des Jeux qui approchent avec notre invité Armel Anders. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique du Brésil. Il y a beaucoup à dire en ce moment, maîtresse de conférence également à l'Université Paris-Sorbonne. Cette première question, tout d'abord, le 5 août, il y a cette cérémonie d'ouverture, cérémonie officielle. Qui va représenter le Brésil ? Eh bien, c'est le président intérimaire, Michel Temer, puisqu'il y a une situation bizarre au Brésil. Il y a 2 présidents en ce moment. C'est inédit pour des Jeux aussi, hein. Oui, c'est absolument inédit pour des Jeux d'avoir ce qu'on peut appeler un coup d'État en marche, hein, pendant que se déroule un événement planétaire comme celui-là. Donc, il y aura le président intérimaire Michel Temer dans une tribune, et à la tribune avec les anciens présidents de la République, l'actuelle présidente mise à l'écart, Dilma Rousseff. Alors, parlons-en de cette situation. Vous parlez de coup d'État. Coup d'État parlementaire, ce sont les mots de Dilma Rousseff. Elle a été suspendue. Une décision finale doit être rendue fin août. Cette situation, elle apparaît aussi inédite pour le Brésil. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement ? Alors, on en est, je vais vous dire pourquoi on peut être autorisé à parler de coup d'État, puisque apparemment la Constitution est respectée. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il apparaît assez clairement dans des enregistrements qui ont été rendus publics qu'il y a une conspiration pour mettre à l'écart la présidente, conversation enregistrée par les plus hauts personnages de l'État qui sont actuellement au pouvoir, hein, pour dire que les investigations de la police fédérale allaient trop loin, que tout le monde allait se retrouver en prison et qu'il fallait absolument mettre à l'écart Dilma Rousseff qui ne faisait rien pour bloquer le processus. C'est en toutes lettres, hein, et ça précède de peu donc le déclenchement de la procédure d'impeachment. Deuxième élément, la procédure en cours fait complètement remet complètement en cause le fonctionnement des institutions de la Constitution de 1988. C'est un système présidentialiste. Et là, par la mise à l'écart de la présidente, le pouvoir appartient au Congrès, dont un tiers des représentants ont des procédures en cours en justice, hein, tout de même. Voilà, donc c'est quand même une situation... Les affaires de corruption n'épargnent personne, si je puis me permettre. Il y a beaucoup de personnages politiques qui sont concernés, parmi les plus hauts gradés, on l'a vu ces dernières semaines. Quelle issue vous voyez aujourd'hui pour cette crise ? Alors, je pense que Dilma Rousseff, bien qu'aussi les bases légales de sa destitution, une bonne partie, l'accusation principale a été réduite à néant là, par des expertises récentes. Donc, la base juridique de la destitution est mince. Mais en revanche, je pense très improbable qu'elle revienne, qu'elle ne soit pas destituée fin août. Je pense que je suis assez pessimiste sur une sortie de crise. Je pense que ceux qui sont emparés du pouvoir vont le conserver. Personne ne veut aller aux élections, visiblement. Donc on va avoir cette gestion et alors avec un élément imprévisible qui est la justice et les affaires qui sortent. Mais pour l'instant, il n'y a pratiquement aucun homme politique qui se retrouve en prison. L'impunité continue à dominer. On l'a vu dans le reportage, la situation des fonctionnaires, entre autres, cette crise politique, elle a évidemment des répercussions sur la vie des Brésiliens. Vous me disiez tout à l'heure, on a ce terrible sentiment de retour en arrière. Oui. Alors, il y a une crise particulière qui est celle de l'État de Rio de Janeiro, hein, où se déroulent les Jeux Olympiques, qui est en faillite. Le gouverneur a décrété l'état de calamité publique, qui en fait est une astuce pour avoir droit à des financements fédéraux, hein, qui sont pour les Jeux Olympiques, pour assurer la sécurité. En fait, l'État de Rio a c'est pas les Jeux Olympiques qui ont provoqué sa faillite. C'est d'une part la baisse des revenus du pétrole, hein, qui était évidemment essentielle, et puis une administration extravagante depuis une dizaine d'années. Hein. L'État de Rio devait, pour les Jeux, assurer la sécurité, hein, par ses fonctionnaires de police qui sont mal payés en raison de la faillite, d'où ce
financement particulier de l'État fédéral. Et puis finir cette fameuse ligne de métro dont il est question dans le reportage, c'est à la charge de l'État. Sinon, c'est la ville de Rio. Et la ville de Rio, apparemment, est dans une situation financière assez saine. Quand on connaît ce contexte de la ville de Rio, mais aussi du Brésil, plus largement, de cette crise politique, c'est pas une épine dans le pied d'organiser des Jeux Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur moment. En même temps, il y a vraiment une mobilisation en se disant que le Brésil ne peut pas jouer sa crédibilité dans la tenue et la réussite de ces Jeux, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt l'accumulation des événements, et notamment il y a beaucoup d'États, c'est pas seulement l'État de Rio de Janeiro qui est en difficulté, la plupart des États sont endettés vis-à-vis de l'Union et une partie de ces dettes vient de la Coupe du Monde. Et de grands stades surdimensionnés. Donc il y a vraiment effectivement un poids de ces événements internationaux sur le Brésil. Et puis honnêtement, c'est pas le problème actuellement, quoi. Merci beaucoup Armelle Anders d'avoir été notre invité du